Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Dans cette vidéo, je vais corriger un ancien devoir d'électromagnétisme qui est consacré essentiellement à l'induction et aux équations de Maxwell. Donc on va voir comment travailler avec les équations de Maxwell et essayer de voir comment déterminer le courant induit dans le cas d'un circuit fixe dans un champ variable, comment déterminer le courant induit, comment déterminer le sens du courant induit en utilisant la loi de Lenz. Donc voilà l'exercice 1. Donc ce sont une partie d'un ancien que j'avais proposé à mes étudiants. Donc on vous propose deux champs électromagnétiques, un premier couple que j'appellerai E1, B1 et un deuxième couple qu'on va appeler E2, B2. Question simple, c'est ce couple-là et ce couple-là peut-il représenter une onde électromagnétique? Bien sûr, pour qu'elle représente une onde électromagnétique, il faut qu'elle vérifie les équations de Maxwell. Donc, est-ce que ce couple-là vérifie les équations de Maxwell? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce que ce couple-là vérifie les équations de Maxwell? Et si oui, dans quelles conditions? Ensuite, on vous demande, dans le cas de deuxième couple, déterminer l'expression de la densité de charge et des densités de courant associées à ce couple. Donc là, on va travailler les équations de Maxwell en présence des charges. En présence des charges. Et ensuite, que devient l'expression de ces charges-là lorsque oméga est égal à K sur C tout simplement? Parce que C, c'est racine carrée de y0 mais 0. Donc voilà, je commence d'abord par résoudre cet exercice avant de passer au deuxième. Donc je rappelle ici les équations de Maxwell en absence des charges. Donc en présence des charges, il faut mettre ici ρ sur y0. Il faut ajouter le terme ici, μ0 fois j. Commençons par le premier couple. Donc on va commencer, donc on va numéroter ces équations. 1, 2, 3 et 4. Pour que ce champ soit un champ d'une onde électromagnétique, il faut qu'il vérifie les quatre équations de Maxwell. Commençons par la première. Divergence de E est égale. Donc, je vous rappelle, divergence là, on va travailler en coordonnées cartésiennes. Donc, ça c'est EX, EY, EZ. Donc, c'est la dérivée de EX par rapport à EX à 0, dérivée de Y à 0. Donc, il va rester la dérivée de E de Z par rapport à Z. Divergence d'un vecteur, c'est un scalaire. Or, E de Z ne dépend que de x, donc la dérivée d'une fonction de x par rapport à z égale à 0. Donc, équation 1 vérifiée avec ρ égale à 0. Donc, si on n'a pas de densité de charge, l'équation 1 est vérifiée. L'équation 2, est-ce qu'on a divergence de b égale à 0? Bon, même démonstration, divergence de b, ça sera d de e de z aussi sur d de b de z sur d de z. Pour la même raison, égale à 0, donc 2, vérifier. OK. Maintenant, passons à 3. Et là, je vais utiliser l'importance des notations complexes. Vous allez voir dans ce type de calcul, notation complexe, ça simplifie énormément les calculs. Quelle est la notation complexe du champ E1? Donc E1, je peux le représenter, c'est O0 exponentielle jkx moins oméga t, bien sûr, suivant EZ. Donc, avec EZ, donc notez bien que rotationnel de E, normalement, rotationnel de E, vous avez trois expressions, rotationnel de X, rotationnel de Y, rotationnel de EZ. Donc, on va déterminer qu'est-ce que c'est que l'opérateur gradient avec cette notation. Le gradient de E de Z. Donc là, E a une seule composante qui est suivant EZ. Donc, gradient de EZ, c'est la dérivée de E de Z par rapport à X, plus dérivée de E de Z par rapport à Y, plus dérivée de E de Z par rapport à Z. Donc, faites très attention. Je répète, cette expression, normalement, c'est trois expressions condensées. C'est rotationnel de X égale moins d de Bx sur dt, rotationnel de Y moins d, ainsi de suite. Donc là, je vais faire le gradient de E de Z. Il va me donner quoi? Il va me donner d sur, bon allez, je vais faire d sur d de x de E de Z, suivant i, plus d de EZ sur d de y, puisque ne dépend pas y, donc plus 0. Donc je dérive EZ par rapport à x, il va me donner j fois k. Donc ça, cette dérivée, ça va me donner j fois k multiplié par E suivant
suivant I. Voilà. Donc, je pose K suivant I, c'est le vecteur K. Donc, ça me donne J fois le vecteur K fois E de Z. Donc, autrement dit, chaque fois, dans la suite, chaque fois, ce qui est important maintenant, chaque fois que j'ai l'opérateur gradient, je peux le remplacer par quoi? Par le vecteur J fois K. Voilà l'intérêt de notation complexe. Et de même raison, je calcule D sur D de T par rapport à E de Z. Et là, c'est plus simple. Ça vous donne moins J oméga fois E de Z. Et donc, chaque fois que j'ai l'opérateur D sur D de T, je peux le remplacer par moins J oméga. Voilà. Voilà. Maintenant, on va vérifier les relations. Donc, une nouvelle page. Donc, je vais calculer rotationnel de E. Donc, est égal à nabla vectoriel E. Qu'est-ce qu'on a dit nabla? C'est J fois K vectoriel E suivant E de Z. Et J fois K, c'est J fois K suivant EX vectoriel E suivant E de Z. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à J, K, E, EX vectoriel EZ, c'est moins EY. Voilà rotationnel de E. Or, on doit avoir quoi? On doit avoir rotationnel de E moins D de B sur D de T. Donc, je calcule D de B sur D de T. Ça me donne directement, on a dit D sur D de T, pardon, D sur D de T, c'est moins J oméga. Donc, c'est moins J oméga fois P de Z, suivant E de Z. Et donc, est-ce que rotationnel de E égale à moins D de B sur D de Z? Impossible. D'accord? Parce que ce vecteur, il est suivant EY, ce vecteur, il est suivant EZ. Donc, rotationnel de E est différent de moins D de B sur D de Z, sauf si E0 égale P0 égale à 0. Dans ce cas-là, je vais avoir 0 égale à 0. Donc, ce champ-là ne peut pas être un champ d'une onde électromagnétique. Donc, E1, B1 n'est pas un champ électromagnétique. Il ne vérifie pas les équations de Maxwell. N'est pas un champ électromagnétique, car la troisième équation de Maxwell n'est pas vérifiée. Donc, passons au champ E2. Au champ E2, donc là, même chose. Donc là, non, ça c'est... Je vais aller vers l'avant. Donc, donc, pour le champ E2, on a toujours gradient, c'est JK suivant I, D sur D de T. Donc, je calcule rotationnel de E cette fois-ci. Donc, c'est toujours moins JKE suivant EY. D de B sur D de T, c'est moins J oméga fois B suivant EY cette fois-ci. D'accord, rotationnel de B, parce que B il est suivant EY. Je vous rappelle ici EX, ici EY, ici EZ. Donc, on voit bien que maintenant, cette relation est vérifiée. Parce que ce vecteur il est suivant Y. Et à condition que G rotationnel de E égale à moins D de B sur D de T. Donc, K vectoriel, I vectoriel EZ, c'est moins EY. Et donc, je peux dire moins D de B sur D de T, j'ai multiplié par moins 1. Donc, rotationnel de E égale à moins D de B sur D de T si moins JKE suivant Y égale à J oméga fois B. Ça veut dire KO0, je factorise par l'exponentielle. Il me reste KO0 plus oméga B0 égale à 0. Donc là, il peut être un champ d'onde électromagnétique. Il suffit que j'ai cette relation-là qui est vérifiée. K fois O0 plus oméga B0 égale à 0. Donc la relation 3 est vérifiée. Bien sûr, la relation 1, c'est vérifié pour les mêmes raisons. Divergence de E, c'est 0. Donc j'ai divergence de E égale à 0 à condition toujours de prendre ρ égale à 0. Divergence de B égale à 0 pour le même champ B2. Parce que là aussi, pour les mêmes raisons, divergence de B, c'est D de X sur D de X plus D de Y par rapport à Y, mais BY pardon, ne dépend pas de Y. Donc ça, c'est classique, c'est facile. J'ai passé directement à l'équation 3. Maintenant, je passe à l'équation 4. Rotationnel de B. Je vais calculer d'abord rotationnel de B. Donc, rotationnel de B est égal à nabla vectoriel B. Nabla, on a dit, c'est JK suivant I.
vectoriel B suivant EY. Bon, on va dire EX pour garder les notations. Et tout ça va vous donner JK fois B, EX vectoriel Y suivant EZ. Voilà le premier terme de la quatrième équation. Ensuite, je calcule D de E sur D de T. D de E sur D de T, c'est moins J oméga fois E. Et E est les suivants EZ, pardon, suivant EZ. Donc, rotationnel de B égale, donc quelle est l'équation? Rotationnelle de B égale mu0 epsilon 0 D de E sur D de T plus mu0 fois J. Et vérifier si je dois avoir JK fois B suivant Z est égal à mu0 epsilon 0 D sur D de T, donc avec un signe moins J oméga fois E, suivant Z toujours, plus mu0 fois J. Donc la quatrième équation est vérifiée si et seulement si J, densité de courant, va être égale à 1 sur mu0, facteur de J, donc je vais mettre J en facteur, J facteur de K fois P plus K fois P plus epsilon 0 mu0 oméga fois E suivant EZ. Bien, donc là j'ai recopié pour aller un peu plus vite. Donc J, donc là on va tout simplement utiliser la condition A qu'on a vérifiée. On a dit que l'équation 3 doit être vérifiée si KO0 plus oméga B0 égale à 0. Là j'ai calculé J. Donc, ne pas confondre densité de courant et le nombre complexe petit j. Donc, J sur mu0. J'ai remplacé B0 par moins K fois E0. Bon, je l'ai remplacé ici. Moins K fois E0 sur oméga. Il va devenir moins K carré E0 et exponentielle JKX moins oméga T. J'ai factorisé par E0 fois oméga. Et vous voyez bien que là, voilà, donc j'ai factorisé par, je disais, E0 fois oméga, il va devenir moins K carré sur oméga carré, plus 1 sur C carré, bien sûr, je vous rappelle, mu0, epsilon 0, c'est 1 sur C carré. Voilà, et bien sûr, pour trouver l'expression réelle, il faut remplacer J par exponentielle Jpi sur 2. Donc la densité de courant, ce sera E0 oméga sur oméga 0, facteur de moins K carré sur oméga carré, plus 1 sur C carré, exponentielle JKX moins oméga T plus pi sur 2. Bien. Maintenant, si K, on vous dit si K égale à oméga sur C, ça c'est la relation de dispersion dans le vide. Vous voyez bien ce K égale à oméga sur C, ce terme égale à 0. Donc on retrouve bien J égale à 0 et ρ égale à 0. Donc si K est égal à oméga sur C, ce champ est un vérifie les 4 équations de Maxwell à condition bien sûr de prendre J égale à 0 et ρ égale à 0. Maintenant, on vous dit de déterminer le vecteur de pointing. Bon, ça, j'ai déjà répondu. Le vecteur de pointing, c'est E vectoriel B sur mu0. Faites très attention à la notation complexe. Il ne faut pas l'utiliser maintenant parce que réel de A vectoriel B n'est pas égal à réel de A vectoriel réel de B. Donc, il faut revenir aux notations réelles. Donc, pour calculer le vecteur de pointing, on remplace E par son expression réelle. E, c'est E0 cosinus kx moins oméga t suivant z, et b, c'est b0, même chose, suivant ey. Ensuite, je fais ez vectoriel ey, ez vectoriel ey, c'est ex ici. C'est ex, bien sûr, c'est ex. C'est ex, c'est ex. Et voilà, donc le vecteur de pointing, ça sera e0 au carré sur c cos carré oméga x moins oméga t suivant ex. Bien sûr, le vecteur de pointing est toujours dirigé suivant la direction de propagation de l'onde. Et valeur moyenne de R, valeur moyenne de cos carré c'est 1,5, c'est E0 au carré sur 2 fois C. Bien, donc voilà pour cet exercice sur l'application des équations de Maxwell. Donc je passe à un deuxième exercice sur l'induction électromagnétique. Donc on vous dit, on considère une spire conductrice circulaire, voilà la spire, indéformable et fixe. Donc la spire est fixe, de centre E et de rayon ρ, de résistance grand R, on va l'utiliser pour déterminer le courant induit.
un aimant permanent que l'on assimile à un dipôle magnétique. Donc là, vous avez un dipôle magnétique, un aimant en fait sous la forme d'un dipôle magnétique qui possède un moment dipolaire petit m. On va le déplacer avec une vitesse V0. Cet aimant est animé d'un mouvement rectiligne uniforme avec cette vitesse-là, d2z sur d2t suivant k. Dans la phase de l'approche de la spire, quand l'aimant se rapproche de la spire, l'aimant représente le pôle nord en avant, comme indiqué sur le schéma. Donc voilà, ça veut dire voilà la direction du champ magnétique B créé par la spire. Précisez à l'aide d'un schéma justifiant votre choix le sens du courant induit. Là, vous utilisez juste la loi de Lenz pour déterminer. Là, on a orienté le circuit de façon arbitraire. Après, il suffit juste de répondre, de dire si le courant est dans le sens choisi ou bien dans le sens inverse. Si je rapproche l'aimant, si je loigne l'aimant. Ensuite, déterminer le potentiel vecteur. Le potentiel vecteur, on vous donne l'expression du potentiel vecteur et la question c'est déterminer le champ électromoteur induit, ensuite déduire le courant induit et déterminer les positions où ce courant induit est maximal et minimal, tracer l'allure du courant induit et retrouver l'interprétation que vous avez donnée dans la question numéro 1. Et on vous donne en coordonnées sphériques, voilà la divergence d'un vecteur. Bien, donc voilà, revenons donc au schéma. Donc première chose, on va déterminer le sens du courant induit en utilisant la loi de Lenz. Toujours pour déterminer le sens du courant induit, une seule question qu'on pose, laquelle? Quand je rapproche l'aimant, est-ce que le flux augmente ou diminue? Le flux augmente ou diminue. Si le flux augmente, le courant doit s'opposer à cette augmentation de flux. Si le flux diminue, le courant doit s'opposer à cette diminution de flux. Imaginons qu'on rapproche l'aimant. On rapproche l'aimant. Fais attention, bien sûr, ça dépend ici quel pôle on a. On a le pôle nord, le pôle sud. Donc si je rapproche l'aimant, plus je rapproche l'aimant, plus le flux, le champ magnétique qui va traverser cette surface va augmenter. Parce que la valeur du champ va augmenter. Donc le flux va augmenter. Donc, si le flux augmente, le courant induit doit s'opposer à cette augmentation. C'est-à-dire, il va créer un champ de telle façon à faire diminuer le flux. Et pour que le flux diminue, voilà le sens du courant induit. Donc, I induit dans le premier cas. I induit. Comme ça, le champ magnétique créé par ce courant induit va être dans ce sens et il va diminuer l'augmentation, s'opposer à l'augmentation du champ magnétique B. Donc, premier cas, si on approche l'aimant, I est dans le sens négatif, et dans le sens opposé à celui du schéma. Bon, j'ai expliqué pourquoi. Maintenant, si on éloigne l'aimant. Si je éloigne l'aimant, tout ça, il faut écrire ce forme de phrase. Si j'éloigne l'aimant, le flux diminue. Donc, le flux diminue à travers la spire diminue, parce que la surface elle est constante. Mais si j'éloigne l'aimant, la valeur du champ magnétique va diminuer. Et donc, le courant induit doit s'opposer à cette diminution. Il doit créer un champ qui va faire augmenter le flux. Donc, ce qui implique I est dans le sens du schéma. Et dans le sens du circuit. Donc, je répète, tout simplement, si on vous demande de déterminer le sens du courant induit en appliquant la loi de Lenz, une seule question à poser. La variation en question, est-ce qu'elle fait augmenter le flux ou bien elle fait diminuer le flux? Donc, s'il fait augmenter le flux, le courant induit doit s'opposer à cette augmentation. Donc, il doit créer un champ de telle façon que le flux diminue. Donc, voilà, si le courant induit est dans ce sens, le champ B induit va être dans ce sens, D2S, lui, il est dans ce sens. Donc, le flux va diminuer. D'accord? Donc, là, pardon, D2S est dans le sens opposé. Donc voilà, ce B induit là va créer, donc ce B induit va s'opposer à l'augmentation du champ magnétique, donc le champ total va diminuer et donc il va s'opposer à la variation qui lui a donné naissance. Bien, maintenant le champ magnétique en un point M de la spire du potentiel, le champ magnétique en un point M de la spire dérive du potentiel vecteur A. Donc on vous dit que le champ dérive d'un potentiel A, donc bien sûr ça c'est le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique.
je vous rappelle, hein, par analogie, potentiel scalaire créé par un dipôle électrique, c'est 1 sur 4pi y0 p scalaire u sur r carré. Vous voyez bien que le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique, on remplace mu0 par 1 sur y0, moment dipolaire par un moment magnétique. Là, c'est un scalaire, là, c'est un vecteur. On met le produit vectoriel. Donc ça, c'est le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique. Question, exprimer le champ électromoteur en tout point de la spire. Donc là aussi, si vous calculez le champ électromoteur, vous avez deux cas. Vous avez cas d'un circuit fixe, on va d'abord dire mobile dans un champ statique, dans un B statique, c'est ce qu'on appelle cas de Lorentz. Et dans ce cas, le champ électromoteur, c'est V vectoriel P. Et vous avez cas d'un circuit fixe dans un champ variable. C'est le cas de Neumann et le champ électromoteur, c'est moins d de A sur d de T. Dans quel cas on est là? On est là dans le cas d'un circuit fixe. Et qu'est-ce qui change? C'est le champ magnétique à travers le circuit. Quand je déplace l'aimant, le champ magnétique varie avec le temps qui traverse cette surface, varie avec le temps. Donc je suis dans ce cas-là. Donc je dois calculer le potentiel vecteur avant de calculer le champ électromoteur induit. Eh bien, le potentiel vecteur, on me dit l'expression. Donc là, c'est bien sûr, on me dit que A est égal à mu0 sur 4pi, M suivant EZ, vectoriel U qui est ER, vectoriel ER sur R carré. Donc voilà M suivant EZ, voilà le vecteur unitaire ER. Et vous voyez bien que EZ vectoriel ER, c'est sinus cet angle qui est sinus θ, donc est égal à M mu0 sur 4pi. Là, on va travailler en coordonnées cylindriques. M sinus θ suivant E phi sur R carré. Avec sinus θ, bien sûr, 0 sur petit r. Et vous avez bien sûr R carré est égal à Z carré plus ρ carré. Voilà. Donc voilà le schéma, voilà le dipôle magnétique, voilà le point, un point M de la spire, voilà le vecteur ER, voilà ρ. Et le potentiel vecteur, c'est M vectoriel ER, voilà le vecteur ER, hein, en coordonnées sphériques. Et vous voyez bien que M vectoriel ER, c'est sinus cet angle, sinus θ, et les suivants E phi. Donc voilà, j'ai remplacé R par Z carré plus ρ carré à la puissance 3,5. Donc voilà l'expression du potentiel vecteur. Maintenant, qu'est-ce qui dépend du temps dans cette expression? M, moment magnétique, c'est constant, ρ c'est constant, c'est Z qui dépend du temps. Quand le dipôle se déplace, c'est Z qui varie avec le temps. Donc le champ électromoteur, par définition, c'est moins d de A sur d de T. Donc pour calculer la dérivée de ça A par rapport à T, je dérive d'abord par rapport à Z, ensuite je dérive Z par rapport à T. La dérivée de Z par rapport à T, c'est V0, parce qu'on vous dit l'élément se déplace avec une vitesse uniforme. Et la dérivée de ça par rapport à Z, c'est facile à calculer. C'est f à la puissance n, 1 sur f', f à la puissance n moins 1, moins 3,5 moins 1, ça vous donne moins 5,5. Et bon, calcul simple, vous allez trouver ceci. Bien. Donc voilà le champ électromoteur. Maintenant, je dois calculer quoi? Je dois calculer la force électromotrice induite. Et bien sûr, vous avez deux façons de calculer la force électromotrice induite. Soit moins la dérivée de flux de B par rapport à temps, d'après la loi de Faraday, soit la circulation du champ électromoteur scalaire D de L. Bon, dans ce cas-là, il est plus facile de la calculer par la circulation du champ électromoteur. Vous voyez bien maintenant le champ électromoteur, il est suivant E phi. Et la spire, un élément de longueur de la spire, c'est D de L suivant E phi. Donc l'intégrale E fois D de L suivant E phi. Si j'intègre sur la spire, vous voyez bien que ρ est constant. D'accord? Donc, ρ est constant. θ, elle est constante sur la spire. D'accord? Donc, tout est constant en fait. Donc, ça va me donner tout simplement 3 mu0 m fois ρ fois v0 fois z sur 4pi facteur de z carré plus ρ au carré fois 2pi, l'intégrale d de L, c'est 2pi fois ρ. Voilà l'expression du
champ électromoteur. Donc voilà l'expression. Donc voilà le champ électromoteur. Je disais ρ est constante, θ est constante. Donc tout, on va juste multiplier par d de L. Et d de L, c'est 2π fois ρ. Donc ρ avec ρ, ça vous donne ρ au carré. Z, c'est V0 fois T. Et puis 2 sur ρ carré plus Z carré. Donc voilà la force électromotrice. Bien. Maintenant, connaissant la force électromotrice, on peut déduire le courant induit. Et là, le courant induit, tout simplement, il suffit de faire la loi d'Ohm, E est égal à R fois I. Donc, je recopie la même expression. CTRL-C, la même expression. Voilà, il suffit de dériver par, donc ça c'est E. Donc, I est égal à tout ça, divisé par, tout simplement, grand R. Voilà, avec Z, c'est V0 fois T. Donc Z au carré, je vais le remplacer par V0 au carré, voilà, plus V0 au carré fois T carré. Voilà. Maintenant, pour représenter cette expression en fonction du temps, vous voyez bien T égale à 0, I égale à 0, à T égale plus ou moins l'infini, I égale à 0, donc il passe par 0, l'infini, donc obligatoirement il y a un maximum, il y a un minimum, donc pour chercher le maximum, il suffit de dériver d de I par rapport à d de T égale à 0, et vous allez trouver deux valeurs en R ρ sur 2 et moins ρ sur 2. Et voilà la courbe du courant I en fonction du temps. C'est T est négatif, vous voyez bien que ce terme est négatif, ce terme est positif, donc là, si je rapproche, là c'est la spire, hein. Bon, ça c'est la spire. Et vous voyez bien que je retrouve les résultats qu'on a déjà trouvés par la loi de Lenz. Ah, ici vous avez votre spire. Quand je rapproche l'aimant, là je suis dans le cas où le temps est négatif. Je rapproche l'aimant, vous voyez bien que le courant est négatif. J'éloigne l'aimant, le courant il est positif. Et il passe par un maximum à plus ou moins ρ sur 2. Donc voilà un exercice complet sur l'induction. Je vous ai expliqué comment déterminer le sens du courant induit, comment calculer le champ électromoteur, déterminer la force électromotrice induite et le courant induit, c'est toujours E sur R. Et vous retrouvez, en calculant le courant induit, on a retrouvé les résultats qu'on a déjà déterminés en appliquant la loi de Lenz. Donc voilà pour ce devoir. Comme d'habitude, partagez-le avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bon courage et à bientôt.